Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans le cours sur l'alarme sécurité incendie, on va parler d'un chapitre important, c'est le chapitre sur la détection intrusion. La détection intrusion, finalement, c'est le nom qu'on donne plus généralement à un système d'alarme, qu'on appelle plutôt un système d'alarme, mais c'est plutôt un système de détection d'intrusion. Et après, on va éventuellement donner une alarme, mais on va voir qu'on peut faire d'autres actions suite à la détection d'une intrusion. Donc l'idée, ça va être de proposer un système qui va protéger un lieu sensible avec un système de détection si une intrusion se produit dans ce lieu. Donc pour commencer, on va donner quelques chiffres sur l'évolution des vols. Donc moi j'ai les chiffres entre 90 et 2005. Et si on regarde un petit peu le nombre de cambriolages, on voit qu'il est globalement stable et que par type de lieu, c'est plutôt la maison principale qui est le lieu de cambriolage le plus important. Donc en France, on peut dire qu'il y a 450 000 cambriolages par an et 250 000 habitations personnelles sont visitées. Donc potentiellement, ces 250 000 habitations, ce sont des lieux où on aurait pu, où on pourrait, où il peut y avoir des systèmes de détection d'intrusion. On peut dire, si on veut faire peur aux personnes à qui on s'adresse, qu'il y a un vol toutes les minutes, mais il faut savoir que ce chiffre, c'est un chiffre qui ne veut pas dire grand-chose, puisqu'en fait, il dépend de la taille du pays. On comprend bien que dans une année, il y a toujours le même nombre de minutes. Par contre, suivant le pays sur lequel on veut faire les statistiques, plus il est grand et plus il y aura de vols, alors que le nombre de minutes dans une année reste le même, donc ça veut dire que plus votre pays est grand et plus vous aurez de vols par minute. Ce qui ne veut pas dire que dans un tout petit pays, il y a moins de vols par minute. Voilà. Donc c'est un chiffre, voilà, c'est plutôt pour inquiéter son auditoire. Si maintenant on s'intéresse aux heures pendant lesquelles sont commises les intrusions, donc on voit que par rapport aux maisons individuelles, c'est le graphique foncé, on est plutôt aux alentours de 3 h du matin et 21 h. Par contre, dans les appartements, on a le pic qui est plutôt aux alentours de midi. Donc ça veut dire que dans les appartements, c'est plutôt visité pendant que les gens sont au travail, alors que dans les maisons individuelles, ce serait plutôt pendant qu'ils sont absents, en vacances ou en week-end. On remarque donc que les cambriolages se font principalement la nuit dans les maisons individuelles, et ils se font plutôt pendant le repas et dans l'après-midi pour les appartements, puisqu'on voit que ça reste quand même élevé dans l'après-midi. Alors maintenant, quelle est la méthode d'intrusion la plus utilisée par les voleurs? Et donc on voit que c'est le châssis forcé à la pince, donc ça veut dire que c'est une porte ou une fenêtre qui a été forcée, forcée au niveau de la serrure avec une grosse pince, un pied de biche, etc. Donc on voit que malgré tout ce qu'on peut voir dans les films, les cambrioleurs font très rarement dans la subtilité. Et on voit aussi que souvent les vols, c'est des vols d'opportunité. C'est rarement quelque chose qui est longuement préparé, puisque ce sont souvent des petits cambriolages d'opportunité. Donc d'opportunité, ça veut dire que on a des personnes qui sont intéressées pour faire des vols et qui vont remarquer l'absence du propriétaire d'une habitation et vont en profiter à ce moment-là, parce qu'ils auront remarqué à un instant précis une absence, pour commettre un vol. Donc ça veut dire que l'idée, ça va être de faire en sorte que votre absence, l'absence du client, elle se remarque pas, ou peu. Et donc l'élément vraiment limitant, ça va être de faire croire qu'il y a quelqu'un à la maison. Donc le concept du système de détection intrusion, c'est un système de détection qui est la mise en œuvre de moyens de détection automatiques. Donc on va voir qu'on va avoir des détecteurs, donc comme des capteurs ou des détecteurs, pour signaler la présence, donc quelqu'un qui serait déjà là, l'effraction ou la tentative d'effraction, ça veut dire quelqu'un qui tente d'entrer, d'un intrus dans une zone surveillée. Alors, la détection, elle va se baser sur deux grandes tendances. On va essayer déjà de détecter le phénomène intrusion. Est-ce que quelqu'un est en train d'entrer dans la zone protégée, avec des détecteurs de mouvement, avec des détections d'ouverture des ouvrants, avec des détections de détérioration, comme les détecteurs
de bris de glace ou de la détection ponctuelle. On va aussi détecter, deuxième grande famille, les tentatives de neutralisation, ce qu'on appelle le sabotage. Et donc pour ça, on a l'autoprotection des capteurs. Donc on va essayer de détecter l'ouverture et l'arrachage des matériels. Donc est-ce qu'on décolle du mur ou est-ce qu'on ouvre le boîtier? On va essayer aussi de détecter la neutralisation des supports de transmission, que ce soit des bus filaires ou du brouillage des ondes si jamais c'est un détecteur sans fil. Et puis on va aussi détecter le masquage de détecteurs quand on est sur des détecteurs de mouvement par exemple. Et donc à partir de ces informations, qui sont soit des informations d'alarme s'il y a une intrusion, soit des informations d'autoprotection si c'est du sabotage, on va rentrer ça dans une unité de traitement qui est finalement comme l'unité centrale du système. Cette unité centrale, elle peut éventuellement être secourue par une alimentation autonome, c'est-à-dire une batterie. Et enfin, on va entreprendre des actions. Donc ces actions, ça peut être prévenir quelqu'un, ça peut être dissuader l'intrus, ça peut aussi être verrouiller, soit verrouiller pour encore en plus empêcher l'intrus d'aller plus loin dans son effraction, soit tenter de capturer l'intrus. Donc dans les détections, donc on parle bien des détections intrusion, hein, on a le premier type de détecteur qu'on appelle les détecteurs périmétriques. Alors qu'est-ce que c'est? Les détecteurs périmétriques permettent de surveiller une enceinte, c'est-à-dire une porte, une fenêtre, une cloison, un grillage, etc. Ils servent à détecter le passage d'un intrus à l'intérieur d'une zone, c'est pour ça la zone c'est le périmètre, si vous voulez, c'est pour ça qu'on les appelle périmétriques, et c'est une zone bien définie. Donc en fait on ne va pas essayer de savoir si l'intrus est déjà entré à l'intérieur, on va juste essayer de savoir s'il est en train de passer de l'extérieur à l'intérieur de la zone protégée. Donc la détection périmétrique, elle se situe tout autour, donc sur le périmètre de la zone à protéger. Alors qu'est-ce qu'on trouve dedans? On trouve des détecteurs d'ouverture. Alors qu'est-ce que c'est qu'un détecteur d'ouverture? En fait, c'est simple, souvent c'est des capteurs ILS. ILS, ça veut dire interrupteur à lame souple. Finalement, on a un contact qui, quand on approche un aimant, se ferme. Et quand l'aimant est éloigné, il s'ouvre. Donc c'est tout simple, hein, on place l'ILS sur le châssis d'une porte ou d'une fenêtre, l'aimant on le place en face sur la partie mobile, et quand la fenêtre est fermée, ben, l'aimant est en face de l'ILS, donc l'ILS est fermé. Ça veut dire que ça c'est considéré comme un interrupteur fermé. Et dès que la fenêtre est ouverte, ce sera considéré comme un interrupteur ouvert qui pourra être interprété par la centrale d'alarme. Et on a aussi le contact d'autoprotection. Donc dans notre cas, l'autoprotection, c'est aussi un contact qui, quand il est fermé, ça veut dire qu'il n'y a pas de souci, et dès qu'il s'ouvre, ça veut dire qu'il y a une tentative de sabotage. Et c'est juste un contact qui va s'ouvrir si on décolle du châssis la partie fixe. Voilà, ça va s'ouvrir si on le décolle du mur. Du châssis en tout cas. Donc ils sont composés d'un aimant placé sur la partie mobile de l'ouvrant et d'une partie électronique raccordée à la boucle de détection. Donc si c'est une alarme filaire, elle est raccordée à la boucle de détection, on voit simplement avec des fils, hein, c'est un contact. Par contre, si c'est un capteur radio, ben, il y aura une alimentation autonome, une pile ou une batterie, et puis donc un système pour émettre les ondes sur certaines fréquences qui correspondent à la centrale d'alarme. Donc c'est un contact ILS, interrupteur à lame souple, qui se ferme à l'approche de l'aimant. Il est conseillé de les placer en haut de l'ouvrant pour qu'ils soient difficilement atteignables par quelqu'un qui voudrait saboter le système de détection. Alors en complément, puisque effectivement les détecteurs ILS, si jamais on casse la vitre, il ne va rien détecter, donc on va mettre des détecteurs de choc. Donc ces détecteurs de choc sont utilisés pour détecter les tentatives de bris de glace sur les vitrages. Donc c'est juste un capteur de vibration, et donc il faut le régler suffisamment finement pour que on puisse détecter une tentative de bris de glace, donc ça veut dire des chocs violents, et par contre qu'il ignore tout ce qui est petits cailloux balancés sur la vitre ou un oiseau qui viendrait à se cogner, etc. Donc ils utilisent des vibrations du support pour valider la tentative d'effraction. En détecteur périmétrique, je rappelle, qui détecte le passage à l'intérieur d'un périmètre, on a aussi les barrières infrarouges.
Donc les barrières infrarouges, sur ces dessins on les représente, on voit les faisceaux infrarouges entre émetteur et récepteur. C'est une représentation graphique, il faut savoir qu'on ne les voit pas. L'infrarouge, l'œil humain ne voit pas les infrarouges, et c'est là tout le principe, hein, c'est de faire en sorte que ces faisceaux, on ne puisse pas les voir pour ne pas les éviter, quoi, hein. Donc les barrières infrarouges permettent de détecter la coupure d'un ou plusieurs faisceaux par l'intrus. Donc on a un émetteur, on a un récepteur. Tant que le récepteur reçoit la même quantité ou globalement la même quantité d'énergie envoyée par l'émetteur, ça veut dire qu'il n'y a pas de souci. Si cette quantité de lumière ou d'énergie reçue diminue drastiquement, ça veut dire qu'il y a une coupure au moins partielle du faisceau. Et donc elles sont totalement invisibles à l'œil nu, même en mettant de la fumée dessus. Donc le principe de la barrière infrarouge, on a un générateur d'impulsion, donc c'est pas de la lumière continue, hein, c'est de la lumière qui clignote. C'est une LED infrarouge qui va émettre la lumière, et ensuite avec une optique, c'est-à-dire une lentille convergente, on vient focaliser ce faisceau pour pas qu'il se diffuse trop loin, et surtout pour qu'il soit focalisé pour être envoyé pile en face du récepteur. Le récepteur lui aussi possède une lentille convergente qui va focaliser tout le faisceau reçu vers un capteur, un phototransistor. Le phototransistor, en fait, c'est comme un interrupteur qui, c'est même un générateur de courant qui va générer un courant en fonction de la quantité de lumière qu'il reçoit. Et on va amplifier ce courant. Ensuite, pour qu'il soit mieux lisible, ensuite, ça va passer dans ce qu'on appelle un analyseur. C'est finalement juste un filtre passe-bas qui va permettre d'éviter tout ce qui est micro-coupure, justement, passage d'insectes, d'animaux, de petite taille, etc. Et en fonction de ce filtre passe-bas, on va venir actionner un relais électromagnétique, et donc un contact, qui va envoyer l'information. S'il est fermé, c'est qu'il y a une détection. Donc une DEL infrarouge émet des impulsions de lumière à travers une optique qui sont reçues par un phototransistor. Ces impulsions sont amplifiées puis passées à travers un filtre passe-bas pour ne détecter que les gros obstacles du faisceau. Enfin, ici, un relais active le contact d'alarme. On a encore des détecteurs périmétriques que sont les barrières HF. HF, ça veut dire haute fréquence. C'est le même principe que les barrières infrarouges, sauf que là, on va utiliser, on va dire, une petite antenne d'émission et une petite antenne de réception. Et on va essayer de focaliser les ondes pour que ce soit bien en face de l'antenne de réception. Alors les avantages des barrières HF, c'est qu'on peut détecter à travers les murs, puisque contrairement à la lumière infrarouge, qui comme toute lumière, une fois qu'elle a un obstacle, elle est coupée, là, je peux détecter à travers les murs le passage d'un intrus. Donc je ne suis pas obligé de mettre mes capteurs expressément à l'extérieur. On a le même principe, hein. Le modulateur, c'est ce qui va créer la fréquence sur laquelle on veut émettre. On amplifie pour donner de la puissance. L'antenne va permettre de transmettre ça sur les ondes électromagnétiques. Ensuite, on rassemble tout ça sur la réception. Comme on en reçoit beaucoup moins, il faut réamplifier. Toujours le filtre passe-bas pour éviter les micro-détections et le contact d'alarme. Donc les barrières HF pour haute fréquence utilisent des signaux radio proches des 10 GHz. Donc 10 GHz, ça veut dire qu'on est au-delà de tout ce qui est fréquence de FM, tout ce qui est fréquence de téléphonie mobile, etc. pour réaliser une détection plus large qu'avec une barrière infrarouge. Alors par contre, quand on est haut en fréquence comme ça, 10 GHz, ça veut dire que la distance entre l'émetteur et le récepteur, elle doit être très très faible. Parce qu'en fait, plus la fréquence est élevée, et moins la portée est grande. Et plus la fréquence est basse, et plus la portée est grande. Voilà pour les détecteurs périmétriques. Maintenant, on va parler des détecteurs volumétriques. Donc là, l'idée du détecteur volumétrique, ça va être de pas forcément détecter le moment où l'intrus passe de la zone non protégée à la zone protégée, mais on va essayer de détecter la présence de l'intrus qui aurait réussi déjà à passer la détection périmétrique. Donc on va chercher à détecter la présence de quelqu'un qui serait déjà dans le local protégé. Donc ces détecteurs permettent de déterminer la présence d'un intrus à l'intérieur d'une zone, un volume donc, et c'est pour ça qu'on les appelle volumétriques. Et ils sont majoritairement basés sur la détection des mouvements. Et les plus connus et les moins chers, et qu'on utilise aussi dans d'autres domaines que la détection intrusion, par exemple pour
l'éclairage automatique, c'est les détecteurs de mouvement à infrarouge passif, c'est ce qu'on appelle les IRP, infrarouge passif, IRP. On les connaît tous, hein, on les voit ici, ces détecteurs infrarouges passifs vont détecter les variations des lumières infrarouges en face d'elles. Et en fait, ces lumières infrarouges, l'infrarouge, c'est ce qui est émis par une création de chaleur. Et donc, ce n'est pas la création de chaleur qu'on vient détecter, mais c'est bien la variation de la chaleur. Et c'est comme ça qu'on vient détecter les mouvements, c'est-à-dire qu'un corps d'un intrus en mouvement, il émet de la chaleur, il est à 37 degrés, et donc cette variation de chaleur va créer la détection sur le capteur infrarouge passif. Donc ces capteurs détectent les mouvements en utilisant les variations du rayonnement infrarouge émis dans leur champ de vision, parce qu'ils ont aussi un certain angle de vision. Ces variations sont provoquées par le déplacement d'objets ayant un dégagement de chaleur. Ça veut dire qu'en théorie, si vous arrivez à complètement occulter le dégagement de chaleur par un scaphandre ou je ne sais pas quoi, normalement vous devriez être invisible au détecteur IRP. Donc sur les IRP, on va avoir un certain angle de détection, et c'est ce qui va donner les différents types de capteurs IRP. Donc sur une protection volumétrique classique, on est sur un angle de environ 90 degrés, 30 mètres de portée, pour les plus performants, mais on peut avoir aussi des IRP qui font une détection à 360, jusqu'à 10 mètres. On peut avoir des IRP qui sont focalisés sur une détection rideau, donc là ça ressemble plus à un détecteur périmétrique, hein, et des protections longue portée pour les couloirs jusqu'à 60 mètres. Donc les IRP, si on veut qu'ils fonctionnent bien, ils doivent être placés perpendiculairement au passage dans la zone. C'est-à-dire que l'IRP, il a tendance à moins bien voir quelqu'un qui s'approche ou qui s'éloigne du capteur que quelqu'un qui traverse en perpendiculaire. Et c'est normal parce que quand on se rapproche ou qu'on s'éloigne du capteur, la tâche, on va dire, d'infrarouge, de variation de chaleur, elle a peu de déplacement par rapport à un passage en travers. Et évidemment, puisqu'il détecte les variations de chaleur, il faut éviter de les mettre en face d'une source de chaleur, comme une vitre qui peut se retrouver en plein soleil ou à l'ombre très rapidement, un radiateur électrique radiant qui s'allume et qui s'éteint tout le temps, ça va créer des fausses détections. On va éviter donc les endroits où on a des variations rapides de chaleur. Et ils doivent être correctement réglés pour ne pas détecter le passage des animaux. On a le même genre de détecteur volumétrique, mais cette fois en haute fréquence, en HF. Et là, on va utiliser un effet particulier qui s'appelle l'effet Doppler. C'est celui qui est utilisé dans le radar. Et ça va nous permettre de détecter le mouvement d'une personne. Donc là, on ne détecte plus les variations de chaleur, mais on détecte bien les mouvements d'un corps, peu importe à quelle température il est, à l'intérieur d'une pièce. Donc le principe est le même que celui du radar sur la route, hein. Il utilise l'effet Doppler pour détecter un mouvement. Alors l'effet Doppler, pour simplifier, il dit juste que quand on envoie une onde et qu'on essaye de récupérer l'écho de cette onde, si le mouvement qui fait l'écho sur lequel rebondit l'onde se rapproche de nous, l'onde réfléchie va être plus courte que celle que l'onde envoyée, c'est-à-dire que la fréquence va être plus élevée. Et donc ça veut dire que l'objet est en train de se rapprocher de nous. Et si jamais la fréquence de l'onde réfléchie est plus basse, ça veut dire que l'objet est en train de s'éloigner de nous. Et en fonction des variations de fréquence, on peut même calculer la vitesse à laquelle l'objet s'approche ou s'éloigne de nous. Donc là, l'idée, ça ne va pas être de calculer la vitesse à laquelle on se rapproche ou on s'éloigne, mais simplement de détecter ce changement de fréquence pour savoir s'il y a un mouvement dans la pièce. Et donc le détecteur HF, il est composé d'un émetteur à 9,9 GHz ou à 24 GHz pour certains modèles, et d'un récepteur. Là aussi, l'avantage, c'est qu'on peut faire une détection à travers les murs. Mais ça veut dire aussi que si on pose ce genre de capteur dans une pièce qui est proche d'une rue, on risque d'avoir des fausses détections. Et donc, comme je disais, comme celui qui a plus basse fréquence, il a une meilleure portée, c'est celui à 9,9 GHz qui pourrait détecter à travers les murs. Celui à 24, il a une portée tellement courte que ça ne passe pas les murs. On a un dernier type de détecteur de mouvement, c'est les détecteurs de mouvement à ultrasons. Donc là, on va utiliser de nouveau cet effet Doppler, mais cette fois, pas avec des ondes électromagnétiques, mais avec des ondes sonores. Mais des ondes sonores qu'on n'entend pas, puisque ce sont des ultrasons, c'est-à-dire qui sont au-delà de 20 kHz, qui est la limite de l'oreille humaine.
au niveau des sons. Donc on va émettre un son, on va avoir un écho, et si cet écho est à plus basse fréquence ou à plus haute fréquence, ça veut dire qu'on a un objet en mouvement dans la pièce. Donc les détecteurs à ultrasons utilisent utilise des impulsions sonores à des fréquences comprises entre 22 et 45 kHz, donc inaudible pour l'homme puisqu'on est au-delà de 20 kHz. L'avantage est de ne pas traverser les murs, puisque le son il est largement atténué en passant un mur, et donc de détecter qu'à l'intérieur de la pièce. Ils sont beaucoup utilisés en alarme de voiture, ceux-là. Bon, une fois qu'on a détecté la présence d'un intrus, il va falloir le dissuader d'agir. C'est ce qu'on appelle la dissuasion. Donc la dissuasion va prévenir l'intrus qu'il a été repéré pour l'inciter à fuir. Souvent, un intrus, il aime bien être tranquille pour pouvoir commettre son vol, et le simple fait de savoir qu'il a été détecté, ça peut déjà vraiment le dissuader parce qu'il n'a pas vraiment envie d'être embêté. Donc le premier élément de la dissuasion, c'est la sirène. La sirène de forte puissance, donc de 120 à 130 dB acoustique, 120 à 130 dB, on est largement au-delà de ce qui est autorisé en sonorisation, puisque la limite normalement c'est 105 dB, donc 120 c'est un son qui fait mal, quoi. Et puis on a les flashs lumineux. Les flashs lumineux, ça prévient aussi l'intrus qu'il a été détecté, mais ça a une autre fonction, c'est de prévenir aussi le voisinage. Donc souvent les flashs lumineux ils sont montés en hauteur à l'extérieur de l'habitation à protéger. Et on peut aussi avoir un enfumage rapide de la zone. C'est ce qu'on va voir sur cette vidéo. Donc cet enfumage rapide de la zone, c'est ce qu'on appelle le canon à brouillard. Donc cette vidéo, c'est une publicité pour un vendeur de canons à brouillard, et elle est basée sur une prise de vue réelle de caméra de vidéosurveillance, et on va voir l'efficacité du système. Donc en l'occurrence, c'était pour protéger un buraliste, donc une supérette, bureau de tabac. Donc on a l'intrus qui s'introduit à toute vitesse, donc il a certainement dû briser la vitre. On a encore les morceaux qui sont sur le côté. Donc là il s'introduit et il veut prendre des cigarettes. Donc on a des détecteurs de mouvement qui le détectent et qui actionnent le canon à brouillard. Donc on va voir aussi à quelle vitesse, parce que c'est ça l'idée, c'est à quelle vitesse le canon à brouillard va remplir la pièce. Quand il voit qu'il y a le canon à brouillard qui se met en route, il risque d'être piégé à l'intérieur, et donc il décide de s'enfuir tout de suite. Et voilà, donc 15 secondes. Donc on va revoir toute l'action à vitesse réelle, mais voyez à quelle vitesse le canon à brouillard remplit la pièce. Voilà, et il est déjà parti depuis longtemps. Donc on va revoir toute l'action, je disais, à vitesse réelle. Voilà, donc il arrive, il s'introduit, il passe au-dessus du comptoir, et là ça se met en route. Donc dès qu'il le voit, il sort. Et voyez à quelle vitesse ça se répand. Une fois que c'est plein de fumée, il ne peut plus trouver la sortie. Donc il peut très bien être piégé à l'intérieur et pris par la police. Voilà, donc pour résumer un petit peu ce qu'on a dit, on va faire un petit exercice comme d'habitude. Donc, quelle différence y a-t-il entre un détecteur périmétrique et un détecteur volumétrique? Comme je le disais, le périmétrique surveille le périmètre de la zone. Le périmètre, c'est tout le tour de la zone. Donc, je vais essayer de savoir si quelqu'un entre dans cette zone. Par contre, le détecteur périmétrique, il ne va pas voir si quelqu'un est déjà dedans. Ça, c'est le rôle du détecteur volumétrique. Est-ce que quelqu'un réussit à passer les détecteurs périmétriques et est présent dans la zone? Donc un détecteur périmétrique surveille les accès à une zone, alors qu'un détecteur volumétrique surveille la présence d'un intrus dans cette zone. Que veulent dire les initiales ILS et expliquer le fonctionnement de ce capteur? Donc ILS, ça veut dire interrupteur à lame souple, et le fonctionnement de ce capteur, c'est simple, c'est une lame souple qui est attirée par un aimant, et
qui, si l'aimant est en face de la lame souple, va lui permettre de rester fermé. Et donc tant que c'est fermé, ça veut dire que la fenêtre ou la porte est fermée également. Et si l'aimant s'éloigne, alors cet interrupteur à lame souple va se libérer et va ouvrir le contact. Donc ILS, interrupteur à lame souple, l'interrupteur s'ouvre quand l'aimant s'éloigne. Il permet de détecter l'ouverture. 3. Une barrière infrarouge est-elle un détecteur volumétrique ou périmétrique? Déjà dans le nom barrière, on se rend compte que on est sur un lieu de passage. Donc si on est sur un lieu de passage, ça ne peut être qu'un détecteur périmétrique, un capteur périmétrique. 4. Quel phénomène physique est utilisé pour une barrière HF? Alors HF, il faut se rappeler que ça veut dire haute fréquence, et donc ce sont des hautes fréquences d'ondes électromagnétiques. C'est les mêmes ondes qui nous permettent de capter la TNT par nos antennes. Comment fonctionnent les détecteurs de mouvement IRP? IRP pour infrarouge passif, et donc on vient détecter les variations de lumière infrarouge qui sont le résultat d'une variation de chaleur et donc d'un mouvement d'un corps chaud à travers un environnement qui a une température plus froide. Donc ce sont des détecteurs à infrarouge passifs qui réagissent aux variations de température. C'est comme ça qu'ils détectent le mouvement. 6. Entre les détecteurs de mouvement HF et à ultrasons, lesquels peuvent détecter les mouvements à travers les murs? Donc, sachant que les ondes électromagnétiques traversent beaucoup mieux les murs que les sons, encore que les graves traversent plutôt bien les murs, par contre on utilise des ultrasons, donc c'est pas des graves, c'est des sons qui sont aigus, voire encore plus que aigus, tellement aigus qu'on les entend pas, et donc ceux qui traversent les murs, c'est bien les détecteurs de mouvement HF, haute fréquence. Citez 2 appareils utilisés pour participer à la dissuasion. Donc si on veut dissuader un individu, alors on va en citer même 3 si on veut. On peut utiliser une sirène de forte puissance, on peut utiliser des flashs lumineux, et on peut aussi utiliser des canons à fumée, mais on peut aussi utiliser des portes à fermeture automatique, on peut utiliser un message d'alerte, enfin voilà. Donc les avertisseurs sonores, les flashs ou les machines à fumer. Voilà pour ce chapitre sur l'alarme sécurité incendie. Je vous donne rendez-vous dans la même playlist pour d'autres vidéos qui traiteront des éléments de ce domaine-là. Je vous remercie et à bientôt.